En résumé, pour aller un peu plus vite, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques travaux qu'on a menés sur la stigmatisation dans le tabagisme. Brièvement, en fait, c'est deux projets différents qu'on a menés depuis l'année dernière. Donc, un peu pour vous présenter le contexte scientifique. Je sais que vous le connaissez plus ou moins tous. Donc, on a environ un tiers des Français qui sont fumeurs en 2016. Et c'est beaucoup plus important que dans d'autres pays industrialisés. Le tabagisme est associé à tout un tas de pathologies que vous connaissez, même en cas de consommation faible et intermittente, et avec une diminution de l'espérance de vie des fumeurs qui est environ de 7 ans. Et évidemment, le tabac est à la cause de très très nombreux décès dans le monde chaque année. Au vu de tout ça, évidemment, il y a eu depuis de nombreuses années des politiques de lutte contre le tabagisme qui ont été mises en œuvre, avec des résultats, heureusement, et une efficacité avérée. Et aujourd'hui, on sait que la santé a tendance à devenir un objectif qui est valorisé socialement en tant qu'objectif moral. Dans ce cadre-là, différents travaux ont commencé à suggérer, à partir environ des années 2000, qu'il existerait un peu par un peu un phénomène de stigmatisation et de dévalorisation des fumeurs eux-mêmes, après de nombreuses décennies où les fumeurs étaient plutôt valorisés, vus comme des personnes cool, modernes, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les stéréotypes qui portent sur les fumeurs, ils sont de différentes sortes, mais ce qu'on retrouve très régulièrement dans de nombreux travaux, c'est l'idée que c'est des personnes inconscientes, égoïstes et également des personnes peu intelligentes ou pas éduquées. Ces différents stéréotypes mènent à des constatations de discrimination. Par exemple, il y a des travaux qui ont porté sur le succès des fumeurs sur les sites de rencontres, par exemple. Donc, il y a de la discrimination à la rencontre amoureuse. Il peut aussi y avoir de la discrimination professionnelle, de la discrimination à l'accès au logement et également de la discrimination dans les traitements médicaux. Il y a des travaux qui ont montré que, de façon intéressante, il y a une plus grande distance sociale perçue avec les fumeurs qu'avec les personnes obèses, qui pourtant sont une population très clairement discriminée, avec beaucoup de travaux sur le sujet. La distance sociale, c'est l'idée que j'aimerais pas avoir un fumeur, par exemple, comme voisin, comme beau-frère, comme ami, enfin voilà, que j'aimerais pas avoir un fumeur dans mon entourage proche. Concernant le tabac au féminin également, sans rentrer dans les détails parce que vous les connaissez, on sait que là où le tabagisme masculin a fortement diminué depuis 50 ans, le tabagisme au féminin, lui, a même plutôt eu tendance à s'accentuer. Et la mortalité attribuée au tabagisme chez les femmes est devenue de plus en plus importante. La grossesse, elle est souvent perçue comme ce qu'on appelle un teachable moment, c'est-à-dire une occasion de favoriser l'arrêt du tabac chez les femmes. Pourtant, en France, on sait qu'on est à quasiment 20% de femmes qui sont fumeuses pendant leur grossesse, ce qui est beaucoup plus important que dans tout un tas d'autres États voisins et européens, et aussi plus important qu'aux États-Unis ou au Canada d'ailleurs. On sait que c'est associé à tout un tas de risques pour la mère et l'enfant à naître, de l'ordre des grossesses extra-utérines, de l'insuffisance placentaire, des avortements spontanés, des retards de croissance, etc. Concernant le stigma pendant la grossesse, il y a de fortes attentes sociales qui portent sur les femmes, fumeuses ou non d'ailleurs, concernant la façon de mener à bien leur grossesse et de prendre soin de leurs enfants. Il y a même des auteurs qui suggèrent que les femmes enceintes, ça génère une sorte de sentiment de propriété publique et qu'on peut se permettre des comportements avec les femmes enceintes qu'on n'aurait pas forcément avec d'autres femmes. En effet, il y a beaucoup de travaux plutôt qualitatifs qui montrent qu'elles rapportent, qu'elles vivent de nombreuses expériences, de nombreuses situations sociales très désagréables et très négatives. Et il y a même des travaux qui ont comparé femmes enceintes fumeuses et femmes fumeuses mais pas enceintes, qui montrent qu'en effet, elles sont jugées plus durement, elles sont jugées plus ignorantes, plus égoïstes et potentiellement comme de mauvaises mères. En soi, pourquoi c'est un problème? Pourquoi on a décidé de s'intéresser à cette thématique-là? C'est parce que le stigma public, déjà, c'est-à-dire en population générale, est associé à un faible soutien social donné
aux femmes pendant leur grossesse. Ce faible soutien social, il pourrait favoriser une mauvaise santé mentale et également un moins bon sevrage tabagique. Il y a différents travaux qui ont montré également que la stigmatisation chez les professionnels de santé, alors généralement c'est plutôt dans le champ de la santé mentale, mais il y a beaucoup de travaux qui ont montré que c'était associé au comportement des professionnels de santé. Alors, si je suis un professionnel de santé avec des attitudes stigmatisantes, je n'aborde pas le patient de la même façon. Et ce stigma public, il est ensuite ressenti et internalisé par les femmes qui sont concernées. Concernant l'autostigma, donc c'est-à-dire le fait d'avoir internalisé soi-même la stigmatisation des autres, il y a beaucoup de travaux qui ont montré que ça avait des effets assez délétères et assez dérangeants, mais plutôt dans le cas des pathologies psychiatriques, du surpoids et de ce genre de situation. Donc là, on a assez clairement de la littérature qui montre que ça n'aide pas du tout les personnes à aller mieux ou à avoir des meilleurs comportements de santé. On peut se demander voilà, si ça pourrait quand même avoir une utilité dans le cas du tabagisme. Mais il y a des travaux qui ont montré que même si la stigmatisation, c'est souvent régulièrement associé chez les fumeurs à une plus grande volonté d'arrêter de fumer, c'est associé dans le même temps à des symptômes dépressifs, à une faible estime de soi, à de la honte, qui peuvent potentiellement rendre plus difficile l'arrêt du tabac. Il y a même quelques études expérimentales récentes qui ont pu montrer que le fait d'induire de la stigmatisation dans des situations expérimentales, ça amène les personnes à consommer plus, à avoir des difficultés cognitives, une réactivité physiologique qui indique de la détresse, et donc potentiellement une plus grande consommation de tabac. Par ailleurs, on sait que la dissimulation du tabagisme est un comportement très fréquent chez les femmes enceintes fumeuses, puisqu'elles sont, on estime, environ 23% à dissimuler leur tabagisme, contre 9% des femmes qui ne sont pas enceintes. Donc c'est une vraie problématique, hein, quasiment une sur 5. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait en termes d'intervention? J'ai essayé de commencer à m'y intéresser. En fait, on a un gros manque de littérature sur les interventions dans le champ de la dépendance aux substances. La plupart des interventions, ça porte plutôt sur la santé mentale. Il y a quand même des travaux qui tendent à montrer que des interventions qui combinent de l'éducation sur la stigmatisation et de la mise en contact avec les personnes stigmatisées peut donner des résultats intéressants. Notamment, ça peut permettre de diminuer le stigma en population générale, ce qu'on appelle le stigma public. Il y a également des travaux qui ont montré que le recours à des vidéos était tout à fait envisageable et pour le coup, peu coûteux. Il y a des travaux qui ont permis de montrer que ça pouvait amener à diminuer la stigmatisation chez les professionnels de santé et les étudiants. Et également l'autostigma, par exemple, chez des étudiants ou des personnes en carrière militaire. Mais là, tous les travaux que je vous présente, c'est une fois de plus des travaux sur la santé mentale, par exemple la stigmatisation, à aller voir un professionnel de la santé mentale. Ça va? Oui, oui. Vous m'entendez? Moi, j'entends et je bois. Christophe a essayé de parler, mais on s'est coupé, j'ai l'impression. Ah, mais c'est les. Ça marchait, c'est juste dans la salle. C'est bon, vous avez toujours mon diaporama? Oui, oui. Oui. D'accord. Donc, en résumé, on a mené l'année dernière une première étude qui a été financée une première fois par l'INCa et qui visait à développer un questionnaire qui permettait de mesurer cette stigmatisation. Donc ça, c'était l'année dernière. Et depuis cette année, on travaille sur une intervention vidéo qui permettrait de diminuer la stigmatisation du tabagisme pendant la grossesse. Évidemment, je ne vais pas vous présenter les résultats de notre étude précédente parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous êtes intéressé par le sujet, on a publié 2 articles que vous avez en haut sur la thématique et on en a un troisième qui est en cours d'examen dans une revue qui s'appelle Stigma & Health. Et puis à l'occasion, si vous souhaitez, je peux vous présenter le détail de cette étude-là. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt
l'étude de développement de la vidéo, qui est donc en cours. Notre objectif, en fait, c'est la vidéo qu'on a développée, de la présenter à 2 groupes, à 2 publics différents. Le premier public, ça serait un public de femmes enceintes fumeuses, donc la population d'intérêt, mais également un public d'étudiants en santé, un public d'étudiants en médecine. C'est pour ça que je vous ai fait deux encadrés différents. L'idée, c'est d'avoir une population contrôle à qui on va fournir une vidéo très standard d'informations sur le tabagisme, ses risques et puis les méthodes d'arrêt du tabac. Une vidéo qu'on va pouvoir appeler vidéo contrôle. Et puis une deuxième vidéo qui, cette fois-ci, portera vraiment sur la stigmatisation avec un volant éducation et également un volet, mise en contact avec les personnes stigmatisées. Donc l'objectif aujourd'hui, en fait, pour nous, c'était de vous présenter la vidéo expérimentale, la vidéo qui porte sur la stigmatisation, qui dure donc 9 minutes, et d'obtenir un petit peu des retours de votre part aussi bien sur le fond que sur la forme. On a également une vidéo, comme je vous disais, contrôle, mais malheureusement, je pense que je n'aurai pas le temps de vous la présenter. Mais en tout cas, au moins un retour de votre part sur la vidéo expérimentale. L'objectif, d'ailleurs, je n'ai pas détaillé, l'objectif, c'est de présenter ces vidéos aux personnes et dans un deuxième temps, donc une présentation des vidéos à T0, puis dans un second temps, 1 semaine et 1 mois plus tard, de regarder l'effet que la vidéo aurait potentiellement eu en termes, par exemple, pour les femmes enceintes, de motivation à arrêter de fumer ou de symptômes dépressifs. Pour les étudiants en médecine, l'objectif, ça sera de diminuer la stigmatisation et également d'améliorer leur perception de comment communiquer avec les femmes enceintes et notamment avec les femmes enceintes fumeuses. Si c'est bon pour vous, je vais lancer la vidéo. C'est bon pour nous. Ouais, super. Désolée pour les coupures de connexion. Et moi, avant que ça se lance, il faut que je me remette. Il faut que je vous donne le son. J'ai l'audio. Normalement, ça devrait être bon. Autrefois, fumer, c'était quelque chose qui était considéré comme cool, tendance, à la mode, il y a 50 ou 60 ans. Mais aujourd'hui, on sait que la cigarette est un produit extrêmement dangereux et extrêmement addictif. Pour le coup, aujourd'hui, on essaye au maximum de faire en sorte que les personnes ne commencent pas à fumer et que les personnes fumeuses diminuent au maximum leur consommation et idéalement qu'elles arrêtent de fumer. Certains spécialistes considèrent qu'on commence à regarder les fumeurs eux-mêmes de façon assez négative et certains parlent même d'un phénomène de stigmatisation. La stigmatisation, c'est le fait de coller une étiquette extrêmement négative à une personne en vertu de certaines de ses caractéristiques. Ces caractéristiques, ça peut être un physique particulier, hors norme, par exemple une personne qui est obèse ou qui a des cicatrices. Ça peut aussi être le fait d'appartenir à une catégorie stigmatisée, par exemple une catégorie culturelle ou ethnique ou religieuse. Ça peut aussi être le fait d'être dans une situation qui est dévalorisée, par exemple le fait d'être schizophrène ou le fait d'être sans emploi ou encore de consommer des drogues. Cette stigmatisation, elle se manifeste de différentes façons. Déjà, il y a le fait de réduire la personne à son étiquette. Donc la personne, ce n'est plus Marie, Paul ou Pierre, c'est un schizophrène, une obèse, un drogué, par exemple. Et elle est extrêmement rabaissée, c'est-à-dire qu'on va lui coller tout un tas de qualificatifs, de défauts. Par exemple, on va considérer qu'une personne obèse est une personne fainéante. On va également avoir tout un tas de réactions émotionnelles face aux personnes stigmatisées. Par exemple, on va ressentir de la colère, du dégoût, de la peur. Et la personne, on va également avoir tendance à la mettre à l'écart. On va pouvoir éviter de s'asseoir à côté de quelqu'un parce qu'on sait qu'il a un traitement psychiatrique, parce qu'il est schizophrène ou bipolaire. Cigarette et femme enceinte, alors là, c'est tabou. Elle peut pas arrêter alors qu'elle est enceinte. Elle peut pas au moins s'empêcher de fumer pendant sa grossesse. Après, on voit au niveau du regard comment... Enfin, ce qu'ils pensent. Après, ils en parlent. Ouais, la maman, elle est enceinte, elle fume. Oui, un regard un peu méchant, ouais.
qu'est-ce qu'elle fait à fumer enceinte. Aujourd'hui, de façon générale, les fumeurs sont vus de façon assez négative, mais il y a un contexte dans lequel ils sont vus encore plus négativement, c'est dans le contexte où on est une femme et qu'on est enceinte. On entend souvent dire, c'est qu'elles n'aiment pas leur enfant, qu'elles ne s'en préoccupent pas, qu'elles n'ont pas d'attachement envers cet enfant, que ce sont potentiellement des mauvaises mères qui n'en ont un peu rien à faire du fait de devenir maman. En fait, on se rend compte que c'est faux, c'est extrêmement faux. L'écrasante majorité des femmes enceintes qui sont fumeuses, en fait, elles sont comme les autres femmes enceintes. Elles sont attachées à l'enfant qu'elles vont avoir, elles y pensent, elles lui parlent, elles ont hâte de devenir maman. Et également, souvent, on a l'idée que ce sont des femmes qui ne se préoccupent pas de la santé de leur enfant, qui ne sont pas informées quant au risque du tabac. Et en fait, de la même façon, la plupart des recherches qu'on a montrent qu'en fait, elles le savent. C'est là où on voit que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fume en étant enceinte que je n'aime pas mon enfant. Parce que je l'aime, parce que je l'ai désiré. On va aux échographies avec de l'anxiété en se disant là, cette semaine, j'ai beaucoup fumé. Est-ce que ça a fait quelque chose? C'est une angoisse de plus dans la grossesse. Et ouais, c'est super important. Nous, les enfants, c'est toute notre vie. Ils passent avant tout. De toute façon, on vit que pour eux. Donc, ouais, c'est super important. J'aurais pas pu vivre sans enfants, c'est pas possible. Où j'essayais de ne pas aller fumer, de retarder une cigarette voilà, le plus possible, parce que je pensais aussi effectivement à mes enfants. Mais c'est vraiment pas évident. Quand elles sont enceintes et qu'elles n'arrêtent pas de fumer, en fait, elles font comme la plupart des fumeurs, c'est-à-dire qu'elles essayent de pas trop y penser. Elles peuvent essayer aussi de minimiser le danger, de se dire oui, bon, c'est dangereux, mais bon, je fume pas beaucoup, je fume pas tant que ça. La plupart des travaux qui portent sur les fumeurs et les femmes fumeuses pendant leur grossesse montrent qu'ils ne sont pas très différents en fait du reste de la population, des non-fumeurs. Les fumeurs ne sont ni plus égoïstes, ni plus idiots que les autres. Ils souffrent d'une situation qu'on appelle l'addiction. Alors j'ai commencé à fumer à 13 ans. J'aimerais n'avoir jamais fumé. Comme ça, déjà, j'ai plus ce problème d'arrêter. Quand on commence, c'est horrible. Moi, je regrette vraiment d'avoir, ce jour-là, voulu essayer de fumer une cigarette. Non, c'est horrible. La majorité des études montrent que les personnes qui fument, y compris les femmes enceintes, notamment les femmes enceintes, souhaitent en fait arrêter et ne sont pas satisfaites de leur consommation de tabac. Du coup, on pourrait se demander pourquoi elles n'arrêtent pas. Est-ce que c'est une question de volonté? En fait, non. La majorité des gens qui, au cours du premier mois de grossesse, continuent de fumer, ont en fait une addiction au tabac. On sait que c'est une addiction, mais on ne se dit pas que ça va être aussi puissant parce que je ne me drogue pas et je me dis, en fait, c'est comme de la drogue. Et je me dis, quelqu'un qui va être accro à autre chose, à la cocaïne, ou peut-être qu'il va réagir pareil. Et c'est vrai que je me dis, ouais, c'est grave. Je suis très dépendante. Vraiment, si je fume pas pendant 2 heures, par exemple, je vais penser qu'à ça. Il va vite falloir que je fume. Et des fois, je me dis, mais pourquoi en fait, c'est vrai que je peux me passer d'une cigarette, mais non, j'y arrive pas. Je sais pas. Ce qui caractérise l'addiction au tabac, c'est que c'est une maladie particulière, un état particulier dans lequel on est et où on n'a plus la possibilité de pouvoir contrôler son usage. C'est pour ça que malgré le souhait qu'ont les personnes qui fument et les femmes enceintes d'arrêter, de modifier, malgré leur motivation, malgré l'entourage, malgré l'encouragement que leur entourage et la société donnent, s'il n'y a pas une aide particulière, les personnes vont être en échec et la répétition de ces échecs, de ces tentatives d'arrêt qui ne marchent pas, désespère les personnes. Cette maladie, elle se caractérise par le fait que les gens ont, hors contexte, de façon inappropriée, des envies anormales qu'on appelle craving. Et donc il faut bien comprendre que la personne qui a une addiction et qui fume, c'est la première à être malheureuse. Quand on rencontre une femme enceinte et qu'elle fume, le plus vraisemblable est qu'elle ait déjà une addiction et donc il faut faciliter l'accès à une prise en charge thérapeutique professionnelle de cette addiction au tabac en utilisant des médicaments tels que les patchs avec l'aide apportée par le médecin traitant, la sage-femme ou, si c'est vraiment difficile, un accès à un addictologue spécialiste de cette situation particulière de la femme enceinte. Alors concernant la stigmatisation, il y a parfois l'idée que ça pourrait être en fait un peu utile de stigmatiser les gens pour les aider à adopter des comportements de santé plus positifs. Quand on est stigmatisé, on se sent mal, on est en détresse et
pour s'engager dans l'arrêt du tabac, en fait, il faut avoir des ressources, il faut se sentir bien, il faut se sentir soutenu. Les médecins, les sages-femmes eux-mêmes peuvent avoir des opinions, des attitudes stigmatisantes quand ils vont recevoir une femme enceinte. Ils vont peut-être se montrer moins empathiques, ils vont peut-être moins la comprendre, l'écouter, la respecter. Et ça crée des inégalités dans les soins et ça fait que, potentiellement, les femmes enceintes qui sont fumeuses ne vont pas forcément le dire à leur médecin. Et ça, c'est un vrai problème parce que pour arrêter de fumer, il est très important d'être bien accompagné. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des sages-femmes qui ne comprennent pas du tout, qui me disent « mais vous êtes inconsciente de fumer Voilà, c'est plus avec dégoût. On se dit « mais pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle me l'a dit? Pourquoi elle n'est pas pédagogue? Pourquoi elle ne me conseille pas ?» Vraiment la leçon de morale et la culpabilité, oui. Donc la stigmatisation, ça amène les gens à avoir honte et à se cacher. Potentiellement même à fumer plus. Parce que je me sens mal, et comme je me sens mal, je fume. C'est véridique. Là, la dernière fois, mon compagnon m'a dit oui, tu vas fumer encore une cigarette et tout, mais j'en ai fumé 2. Mais même pas pour l'énerver à lui, c'est que ça m'a énervé qu'il me fasse un reproche et que j'ai fumé ma cigarette et j'en avais encore envie d'une. Donc j'en ai refumé une. Alors qu'en temps normal, j'en aurais fumé qu'une. Enfin, c'est vraiment un regard noir, méchant, qui nous fait culpabiliser et voilà, qui nous rend encore plus mal et pour le coup qui redonne envie de fumer derrière. En France, beaucoup de femmes fument pendant la grossesse. En 2016, 17% des femmes fumaient au moins une cigarette par jour au 3e trimestre de la grossesse. La fumée et la cigarette sont très dangereux pour la femme et pour l'enfant. Lorsque la femme fume pendant la grossesse, le monoxyde de carbone traverse le placenta. Il atteint le fœtus qui a du coup moins d'oxygène pour se développer. Quel que soit le moment choisi pour diminuer ou arrêter la consommation de tabac, il y aura toujours un effet positif. Un effet positif pour la mère et même pour le fœtus. On peut diminuer les retards de croissance intra-utérin, les risques de syndrome de sevrage à la naissance et pendant la grossesse, on peut diminuer le nombre d'accouchements prématurés et le risque de mort fœtale. Arrêter de fumer, ça a tout un tas d'effets extrêmement bénéfiques pour la femme et son enfant qui va naître. Mais on sait qu'il ne faut surtout pas stigmatiser les femmes qui fument pendant leur grossesse, qu'il ne faut surtout pas les discriminer ou les faire se sentir mal. Ces femmes sont en fait dans une situation particulière qu'on appelle l'addiction, qui fait qu'elles ont besoin d'accompagnement, de soutien, d'aide et de notre empathie pour arrêter de fumer et qu'il existe des méthodes, des moyens qui peuvent les aider plutôt que de les faire se sentir mal et de les stigmatiser. Et c'est fini. J'espère que vous avez bien pu suivre tout ça. Je vais me remettre peut-être ici. Voilà. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'objectif, c'était de combiner de l'éducation sur la stigmatisation et aussi une mise en contact avec les femmes enceintes fumeuses pour justement faire du contact. Comme je vous disais, l'objectif, ce serait d'avoir un petit peu vos retours aussi bien sur le fond que sur la forme. Bon, merci beaucoup, Déborah. Merci. Donc, on va maintenant, le temps est à la discussion et aux questions ou aux remarques que vous pouvez avoir sur la première présentation de diapo et sur la vidéo notamment. Juste pour rappel, la vidéo, elle est destinée et aux usagers et aux professionnels de santé, celle-ci. Tout à fait. Celle-ci, l'idée, c'est de la tester aussi bien avec des jeunes étudiants en médecine. Ce n'est pas des professionnels de santé, on est plutôt parti sur des plus jeunes. Et également à destination de femmes enceintes qui sont elles-mêmes fumeuses. Alors, sur la forme, Marc, vous m'aviez fait remarquer que la musique était peut-être un petit peu forte par moment. Et je pense qu'il faut également qu'on trouve un titre à cette vidéo.
Oui, ben, du coup, je veux bien commencer. Alors, moi, un truc que je trouve absolument génial, c'est enfin, il y a deux choses. Il y a le fond, et puis après, il y a la question de la vidéo qui s'insère dans un projet de recherche pour tester une intervention, finalement. Hein. Donc, sur juste le fond, le contenu, je trouve, enfin, j'allais dire presque extraordinaire, mais non, c'est banal, les témoignages des personnes concernées qui vraiment, alors bon, c'est grâce au montage, mais indépendamment du montage, parce que j'avais vu la version un peu plus longue,